Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous les grandes articulations. Loi des finances initiale 2025, l'examen du document dans son volet recettes se poursuit à l'hémicycle. Devant les différentes commissions se relayent les départements ministériels. Les priorités sont exposées. Comment amener les paysans à adopter les meilleures pratiques culturelles pour sauver la biodiversité? La réponse à cette problématique préoccupe Accor Guinée et la Confédération nationale des organisations paysannes. Des échanges ont récemment lieu à Conakry. Secteur des télécommunications, l'année 2024, on assiste à l'amélioration de la connectivité du pays. La fibre optique est mise à contribution. Les métiers du numérique ont été développés. La digitalisation de l'administration publique est aussi en marche. C'est dans la page rétrospective. C'est tout pour les titres. L'archevêque de Conakry, à la tête d'une délégation des nouveaux évêques catholiques de Guinée, était chez le Premier ministre. Au menu des entretiens, présentation des condoléances aux familles endeuillées suite à la tragédie de Nzérékoré, mais pas seulement, la prise de contact des nouveaux chefs religieux catholiques avec le chef du gouvernement. On suit cet extrait de Monseigneur Vincent Koulibaly à sa sortie d'audience. Nous sommes venus présenter au Premier ministre, aux autorités de notre pays, notre compassion, notre proximité. Et aussi lui dire que nous prions avec tous les catholiques pour le repos éternel de ceux qui ont été arrachés brutalement à notre affection, ainsi que pour le prompt rétablissement des blessés. Et que nous prions également pour que les familles endeuillées, les cœurs meurtris soient consolés et que notre pays vive dans la paix. La deuxième raison, c'était pour présenter au Premier ministre les nouveaux évêques de notre pays. Parce qu'il y a eu deux nouveaux diocèses qui sont créés par le pape, le diocèse de Guékédou et le diocèse de Boké. Il fallait, après l'ordination de ces évêques, venir les présenter aux autorités. Et aussi, il y a l'archevêque coadjuteur de Conakry, M. François Silla, qui est mon adjoint. Donc, nous avons été aussi présentés au Premier ministre. La troisième raison, c'était pour présenter au Premier ministre le visage de la conférence épiscopale de Guinée, comme il existe dans tous les pays où il y a des catholiques. Donc, c'était cela essentiellement que nous avons traité avec le Premier ministre. Il a été très gentil, très disponible pour nous accueillir et nous présenter toute sa disponibilité, la disponibilité des autorités du pays pour nous soutenir. Et il nous a demandé de continuer à prier pour notre pays, pour la paix en Guinée. À présent, dans cette édition, une série de décrets, ils vous seront lus par le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence. Merci, CA. Décret D 2024-251 PRG CNRD SGG portant élévation des officiers à la dignité de général. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les officiers supérieurs dont les prénoms et noms suivent sont élevés à l'appellation et à la dignité de général de brigade. Ce sont 1. Colonel Tamba Kalas Tolno, état-major de l'armée de terre. 2. Colonel Sori Keita, état-major de l'armée de terre. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 12 décembre 2024, Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024
255, PRG, CNRD, SGG, portant nomination de hauts cadres au ministère de la Défense nationale. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Directeur du centre d'entraînement des opérations de maintien de la paix. Général de brigade Sori Keita. Matricule 20041G. 2. Directeur adjoint du centre d'entraînement des opérations de maintien de la paix. Commandant Bébé Ousmane Kamara. Matricule 27343G. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 12 décembre 2024, Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 252 PRG CNRD SGG portant nomination des membres du comité de pilotage de la Commission nationale de réforme foncière et de l'habitat. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, en application de l'article 5 du décret D 2024-108 PRG CNRD SGG du 15 mai 2024 portant création, attribution et organisation de la Commission nationale de la réforme foncière et de l'habitat. Les personnes dont les prénoms et noms suivent sont nommées membres du comité de pilotage de la Commission nationale de réforme foncière et de l'habitat. 1. Président. Monsieur Mori Kondé, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. 2. Vice-président. Monsieur Félix Lama, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. 3. Rapporteur. Monsieur Abdourahmane Sike Kamara, ancien ministre. Membre. Dr Antoine Akoy Sovogui, conseiller à la présidence de la République en charge des relations avec les institutions républicaines. Dr Alpha Abdoulaye Diallo, président de la Commission des affaires économiques et du développement durable du Conseil national de la transition. Monsieur Mohamed Lamine Sissabane, ministre directeur de cabinet de la primature. Monsieur Hassan Diallo, secrétaire général de la Cour suprême. Monsieur Mohamed Sike Kamara, secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Monsieur Tcherno Amadouba, secrétaire général au ministère du budget. Madame Fatoumata Bintabari, chef de cabinet au ministère des Transports. Monsieur Abou Djoumessi, conseiller juridique au ministère de l'Économie et des Finances. Monsieur Cyril Aboli, conseiller juridique au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Monsieur Hassan Bari, conseiller principal au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Madame Boulintou Douno, conseillère chargée des questions industrielles et des petites et moyennes entreprises au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Monsieur Raphaël Nangbalamou, conseiller technique au ministère des Mines et de la Géologie. Monsieur Mami Zaoro, conseiller juridique au ministère du Travail et de la Fonction publique. Monsieur Ibrahima Kobele Keita, secrétaire général au ministère de la Culture,
du tourisme et de l'artisanat. Colonel François Tolno, directeur général des domaines et infrastructures militaires au ministère de la Défense nationale. Monsieur Mori Kamara, directeur général des impôts. Monsieur Kabinet Traoré, directeur général du Trésor de la comptabilité publique. Madame Diana Kouyaté, directrice générale de l'Agence de promotion des investissements privés. Maître Mohamed Sampil, agent judiciaire de l'État. Madame Madina Dansoko, vice-présidente de la Chambre nationale de l'agriculture. Monsieur Balsa Dia Sissavane, vice-président du conseil d'administration de la Confédération générale des entreprises de Guinée. Maître Zézé Kalivogui, chargé de la déontologie de l'Ordre des avocats de Guinée. Maître André Dabo, membre de la Chambre des notaires de Guinée. Maître Seri Daouda Kamara, président de la Chambre des huissiers. Architecte Boubacar Ba, président de l'Ordre national des architectes de Guinée. Ingénieur Wessou Kourouma, secrétaire général adjoint de l'Ordre national des ingénieurs de bâtiments et travaux publics. Dr Ali Diallo, vice-président de l'Ordre des géomètres experts. Monsieur Mamadou De Kamara, responsable de la coopération décentralisée et de la communication de l'Association nationale des communes de Guinée. Ingénieur Seri Kamara, secrétaire général de la coalition guinéenne sur le foncier. Monsieur Mamadou Siré Savané, secrétaire général de l'Association guinéenne de la presse en ligne. Article 2. Les membres du comité de pilotage de la Commission nationale de réforme foncière et de l'habitat sont nommés en raison des fonctions qu'ils occupent dans les administrations et structures qu'ils représentent. La perte de qualité, de titres ou de fonctions dans leur administration ou structure respective entraîne leur remplacement de plein droit par le ou les nouveaux titulaires des dites fonctions. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 12 décembre 2024, Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 253 PRG CNRD SGG portant nomination de hauts cadres au ministère du Budget. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Directeur général du Bureau de stratégie et de développement, M. Elhaj Mamadou Salihou Diallo, économiste, précédemment coordinateur de projet au compte de la BADEA. 2. Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement, M. Ibrahima Lincoln Kamara, spécialiste en commerce international, précédemment en service à la SOGECA. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 12 décembre 2024, Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 254 PRG CNRD SGG portant nomination de haut cadre au ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Conseillère principale, Madame Leila Myriam Conté, précédemment chef de division des acquisitions à la Banque africaine de développement. 2.
Conseiller juridique, M. Alseni Koulibaly. 3. Conseiller chargé des infrastructures et des travaux publics, M. Daouda Kamisoko, précédemment enseignant-chercheur à l'IMT des mines d'Albi. 4. Conseiller chargé de la planification et du suivi-évaluation, M. Amadou Diallo. 5. Conseiller chargé de mission, M. Maurice Sano. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 12 décembre 2024, Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 256 PRG CNRD SGG portant nomination de hauts cadres au ministère du Budget. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions suivantes. 1. Conseiller principal, M. Ibrahima Kamara, statisticien, économiste, précédemment chef de service à la direction des études de la Banque centrale de Guinée. 2. Conseiller juridique, M. Fodebokar Bangoura, juriste, matricule 230-433D. 3. Conseiller chargé des questions fiscales, M. Joseph Kovana Kourouma, fiscaliste, matricule 586-703Q. 4. Conseiller chargé de la qualité des dépenses, M. Ibrahima Souri Damantan Kamara, économiste, matricule 202-034W. 5. Conseiller chargé de mission, M. Alpha Ali Kaba, matricule 584-494H, précédemment directeur général adjoint du Bureau de stratégie de développement du ministère du Budget. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 12 décembre 2024, Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 257 PRG CNRD SGG portant nomination des directeurs communaux du plan au ministère du Plan et de la Coopération internationale. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions suivantes. 1. Directeur communal du plan de Matam, Madame Kadiatou Fofana, économiste. Directeur communal du plan de Matoto, Monsieur Fodé-Diba Doumbouya, matricule 317-567D. 3. Directrice communale du plan de Ratoma, Madame Hawasouma, matricule 312-47W, administrateur civil. 4. Directeur communal du plan de Manéa, Monsieur Ousmane Bari, économiste. 5. Directrice communale du plan de Dixine, Madame Nalen Kondé, économiste. 6. Directeur communal du plan de Lambagny, Monsieur Ben Salah Diakité, matricule 244-819P, précédemment directeur communal du plan par intérim de Matoto. 7. Directeur communal du plan de Kaloum, Monsieur Soriba Nabé, économiste. 8. Directrice communale du plan de Kassa, Madame Mariam Souma, économiste. 9. Directeur communal du plan de Tombolia, Monsieur Amara Kaba,
économiste. 10. Directeur communal du plan de Symphonia, M. Oumar Siré Sissé, ingénieur. 11. Directeur communal du plan de Bessia, Mme Bernadette Zoubouli Soumaoro, matricule 244 910 M, précédemment directrice communale du plan de Kaloum. 12. Directeur communal du plan de Sanoya, M. Ousmane Kaba, spécialiste en développement communautaire. 13. Directeur communal du plan de Kagoulé, M. Mohamed Diakité, matricule 297 767 C, sociologue. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 12 décembre 2024, Général Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Merci de le passer sur ce plateau. Lecture de décret assuré par le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence. Dans l'actualité, examen de la loi des finances initiales 2025. Les conseillers nationaux passent au crible le document dans son volet recettes. Devant les différentes commissions se relayent les départements ministériels. Le niveau d'exécution du budget 2024 est présenté. Les priorités pour l'année prochaine sont exposées. Robert Siditolno, compte rendu. Pour ce premier jour de débat en commission, plusieurs départements ministériels se sont relayés devant les conseillers nationaux pour justifier le niveau d'exécution du budget sectoriel de 2024 et défendre celui alloué en 2025. À la commission réconciliation, par exemple, le ministère de la Communication et de l'Information était venu exposer les priorités et les défis avant de plaider pour une augmentation substantielle du budget sectoriel pour l'année 2025. Nous sommes venus pour faire une plaidoirie concernant notre budget qui a été diminué de façon drastique. Donc nous avons estimé que le CNT doit nous accompagner pour voir comment rehausser le budget. Vous connaissez le département de l'information et de la communication, un département transversal qui a besoin de plus d'appui. Vous savez, déjà on a commencé à améliorer les sites de diffusion, à renforcer les capacités également des radios rurales, également la télé et la radio, parce qu'il faut améliorer non seulement le contenu, améliorer les programmes de nos différents médias de service public, mais également permettre aux populations de mieux comprendre, de mieux entendre ce qui se passe dans le pays, surtout actuellement avec Simandou 2040, les grands projets qui sont annoncés dans le pays. Donc il est nécessaire que les populations soient suffisamment informées. À la commission loi, l'équipe conduite par Kairaba Kaba a défendu le budget sectoriel exercice 2025 dont les priorités porteront sur la poursuite de la construction du centre pénitentiaire de Yorokogia dans Dubrika. À cela s'ajoute la formation des cadres et l'amélioration des conditions de vie dans les lieux de détention. Nous avons constaté qu'il y a un effort à faire pour que l'État améliore sa justice. Sur les questions de droits de l'homme, nous allons proposer à Monsieur le Président du CNT qu'il y ait une journée spéciale consacrée au débat sur les questions de droits de l'homme entre le ministère de la Justice et le CNT. Avec un budget sectoriel légèrement revu à la hausse, le département de l'énergie promet de qualifier davantage le secteur par l'amélioration de la desserte en eau potable et en courant électrique. Nous avons vu qu'au niveau du ministère du budget, ils ont fourni suffisamment d'efforts, mais il reste encore à en fournir parce qu'en ce qui concerne les transferts de crédits liés à l'énergie qui reste extrêmement subventionné, mais aussi le secteur de l'eau qui n'a pas connu beaucoup de financement ces dernières années. Donc on est venu plaider afin que ces deux secteurs qui constituent aujourd'hui le socle de notre vivre ensemble. L'eau, c'est la vie. L'énergie, c'est l'économie transformée. À la Commission Affaires économiques et développement durable, le ministère des Transports a été reçu. Les débats ont été axés sur les priorités en 2025. Nous sommes venus ici pour expliquer nos difficultés, au-delà simplement aussi des lignes budgétaires, c'est d'expliquer nos difficultés qui, une fois prises en compte, permettront je l'espère en tout cas, de réajuster
de revoir un peu notre budget pour nous permettre de réaliser nos investissements. Les conseils se sont interrogés sur justement l'efficacité des différents services à remplir correctement leur contrat de service. Donc c'est extrêmement important et nous sommes pensés également sur la performance du secteur de transport en matière de fourniture de revenus à l'État. De même, à la Commission Affaires étrangères, la rencontre avec les cadres du ministère des Affaires étrangères a porté sur le niveau d'exécution du budget 2024 et les priorités en 2025. Il a été question ici de vraiment démontrer comment le budget de 2024 que nous avons reçu a été, si vous voulez, exécuté, dépensé. Nous avons eu plusieurs poches de dépenses, à savoir l'acquisition de nouvelles chancelleries, parce que c'est une préoccupation majeure de notre chef de l'État quant à l'image de notre pays à l'étranger. L'amélioration justement des conditions de vie de nos représentants dans les différents pays. C'est très bien de voter le budget pour l'année 2025, mais encore faudrait-il avoir des éléments d'information sur la manière dont le budget de l'année 2024 a été exécuté, a été mis en œuvre. Donc pour nous, c'était très important de les entendre là-dessus. À la commission éducation également, les cadres du département de la culture et du patrimoine historique ont échangé sur les priorités en 2025 et les perspectives en matière de développement du patrimoine culturel du pays. Notre budget a été rehaussé de 16% par rapport à la loi des finances rectificative de 2024, ce qui est une excellente nouvelle pour nous. L'année 2025 démarre avec le grand projet Simandou 2040, où il se trouve que la culture occupe le deuxième palier. Donc c'est une priorité gouvernementale. Donc c'est pour cette raison nous avons bien voulu écouter le département de la culture sur leurs perspectives en matière de développement de notre patrimoine culturel. Les travaux consacrés à l'examen du budget sectoriel volet recettes se poursuivent durant cette semaine. C'est l'une des recommandations de l'immersion gouvernementale de 2022 appuyée par les instructions du Premier ministre chef de gouvernement en faveur des structures déconcentrées. Résultat, introduction de nouvelles plateformes dans l'exécution des dépenses publiques. Elle est baptisée Sonoya et touche directement les structures à la base. Un outil du ministère du Budget à travers la Direction générale du budget. La ville de Kindia est choisie pour le lancement. Jenny Yansane. En plus de la collecte des recettes, des innovations majeures dans l'exécution des dépenses au niveau déconcentré. Fini le manuel, place au digital à partir de janvier 2025. Cela donne naissance à une plateforme dénommée Sonéa ou encore La Facilité. Depuis 3 ans, nous sommes en train de produire cette application qui a été inspirée lors de l'immersion gouvernementale de 2022. Donc l'application permettra d'exécuter en temps réel et de transmettre les informations en temps réel, non seulement au niveau central, à la Direction générale du budget, au Trésor, au service du contrôle financier. Les ordonnateurs seront informés en temps réel, par SMS, par mail, les ministres, les gouverneurs, les préfets. Les 33 préfectures se sentent directement concernées. 20% du budget des ministères seront désormais à leur compte. Il n'y a pas de traçabilité. Donc si aujourd'hui, le ministre du budget vient avec cet outil-là pour la facilité, pour la traçabilité et pour la crédibilité et encore la bonne gouvernance, moi je dis que merci au ministre. Comme Kindia, les régions de l'Abbé, Kankan et Zérokoré officialisent simultanément l'outil Sonoya. Question de dématérialisation des dépenses et surtout de cohérence avec la vision du chef de l'État. Il est aligné au programme Simandou à plusieurs sens. D'abord par son nom. Si vous remarquez, le pilier 2 de Simandou, c'est éducation et culture. Et c'est pourquoi nous avons choisi un nom bien de chez nous, Sonéa, pour son nom. Et sur le plan de revitaliser l'intérieur du pays et vivifier tout ce qui est lié aux finances et à l'économie, le pilier 4 de Simandou 2040 est aussi parfaitement réalisé. Pendant ce temps, la maîtrise de la plateforme Sonoya demeure un défi à quelques jours de la nouvelle année. Sa mise en service interviendra à la suite de l'adoption
de la loi de finances initiale 2025. Secteur des mines à présent, la société Elite Mining vient d'inaugurer sa base vie, évoluant à Kindia et Forekaria, cette entreprise minière et guinéenne à part entière. L'inauguration des premiers logements des travailleurs est présidée par le ministre du Budget en séjour de travail à Kindia. Autorités et populations se sont fortement mobilisées. Ça, Martin Francinaduno, Alpha Camara. En Guinée, le secteur minier est en pleine expansion et les autorités œuvrent pour la promotion du contenu local. L'une des conditions est bien la création des champions nationaux dans ces secteurs. Parmi ces entreprises locales, Elite Mining, la société se concentre sur l'exploration, l'exploitation et le développement de projets miniers à Kindia et à Forekaria. Dans son volet développement d'infrastructures, elle a planifié la construction de 200 logements à Kindia et 100 logements à Forekaria, dont la première phase est terminée avec des bâtiments pour loger les travailleurs. Aujourd'hui, elle procède à l'inauguration d'un bloc de 9 bâtiments abritant une centaine de personnes ainsi que des commodités comme le restaurant, un bloc administratif, un centre de santé et un poste de sécurité. Elite Mining est une société de droit guinéen. Tout le long de sa phase de construction, nous avons utilisé à 100% des compagnies locales. Et donc, tous les fonds d'investissement qui sont arrivés en Guinée ne sont pas ressortis, sont résultés dans les mains des entreprises locales. Elite Mining compte à date 750 emplois indirects et 100 emplois directs. Elite Mining, en tant qu'entreprise guinéenne, est accompagnée par ses partenaires américains et chinois. Il y a 2 ans, Changeang Aluminium et Elite Mining ont conclu une coopération pour la mise en œuvre de ce projet. Dans le développement dans le futur, nous continuerons d'accroître nos investissements, d'introduire des compétences techniques et de gestion pour mieux contribuer à l'économie de la Guinée, de mieux augmenter les impôts, de promouvoir l'emploi et de servir la communauté. Le ministre du Budget, en séjour de travail à Kindia, représente son homologue des mines à cette cérémonie. Fassine Silla et la délégation se rendent aussi à Forekaria, au port minéralier de Konta, où la société Elite Mining a fait des simulations. Chère population de Sougeta, je vous confie Elite Mining. Veillez sur Elite Mining pour que ça soit une réussite. Quand ça réussit pour la Guinée, ça réussit pour la population de Kindia et ça réussit pour Sougeta. Donc, nous devons accepter le dialogue. En tant que ministre de la République, je ne pouvais pas venir à Kindia aujourd'hui sans participer au lancement et à l'inauguration de la base vie de Elite Mining, qui a été financée par un groupe chinois et soutenu par un groupe américain, mais surtout le promoteur de ce projet est un Guinéen et qui emploie 100% Guinéens, et toutes les entreprises qui ont réalisé des travaux ici, des œuvres ici, sont guinéens. À la phase d'exploitation proprement dite, Elite Mining se propose de créer plus de 2000 emplois. En cela, son promoteur Alpha Boubacar Sow s'engage à contribuer à la croissance économique de la Guinée et surtout au développement de la région de la Basse-Guinée. Enseignement supérieur, appui à l'innovation et à l'entrepreneuriat en milieu universitaire et scientifique. Les bailleurs de fonds du projet se mobilisent autour d'une table ronde, l'objectif étant de créer des conditions optimales pour favoriser l'emploi des jeunes étudiants. Mounir Bari. Le ministère, à travers la Direction générale de l'innovation, met en place le statut étudiant-entrepreneur des pôles de valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat pôle vie. Nous avons présenté le projet Innovation Entrepreneuriat, milieu universitaire et scientifique, qui aura pour valeur ajoutée de développer un écosystème favorable aux innovations, favorable à la créativité de nos étudiants, permettant ainsi de répondre aux besoins des entreprises, des industriels, des structures étatiques en Guinée. Ce projet intervient dans le cadre de réformes. Plusieurs
qui ont été entreprises par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche en Guinée. Et ces réformes ont été soutenues par l'Agence universitaire de la francophonie, particulièrement en ce qui concerne le développement de l'entrepreneuriat étudiant, à travers le statut national étudiant entrepreneur. L'objectif est d'impulser cette vision dans les 17 institutions d'enseignement supérieur du pays. Les universités seront dotées d'espaces d'appui à l'entrepreneuriat après les institutions pilotes. Ce projet a été conçu et puis présenté aujourd'hui à ses partenaires que je remercie au nom de Monsieur le ministre qui ont bien voulu faire le déplacement afin de nous écouter, de voir un peu où est-ce que, en tout cas, le ministère veut s'en aller dans le cadre de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Avec l'accompagnement des partenaires et des experts, les étudiants auront la possibilité de créer et de booster leur entreprise à travers un programme d'incubation, d'accélération avec en ligne de mire la formation continue. L'accès aux écoles techniques et professionnelles. Le concours est officiellement lancé en début de semaine. Les premières épreuves sont rendues publiques à l'université Hadjibou Barry située à Dimoudoula en banlieue de Conakry. La particularité cette année est l'utilisation de tablettes. Nabila Moussa Kamara. Au groupe universitaire ISIM à l'université Hadjibou Barry située à Dimoudoula, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi et le ministre de la Santé ont officiellement lancé les épreuves du concours de recrutement dans les écoles techniques publiques et privées en Guinée. Nous sommes venus pour procéder au lancement de ces épreuves-là. Et pour le moment, tout s'est très bien passé. Pour qu'on qualifie les soins, il faut qu'on qualifie le personnel. C'est dans ce cadre que nous sommes là. Et nous espérons qu'à l'issue de ce concours-là, nous aurons des agents de santé bien qualifiés que nous pourrons affecter dans nos structures de santé. Que ce soit à l'enseignement supérieur ou bien à l'enseignement technique, le privé a investi énormément pour créer des salles de compétences vraiment de qualité. Une évaluation de 2 ministères a été organisée. Avant le démarrage des épreuves, les candidats sont informés et orientés sur le processus de l'évaluation et le mode d'utilisation des tablettes. Une innovation appréciée de tous. La plupart de ces candidats ont l'habitude de manipuler les smartphones. C'est à peu près la même chose. Mais la seule différence, c'est que le concours se passait d'avant de façon papier. Comme vous le savez, maintenant c'est plus ça. Comme on migre vers la digitalisation, il est question d'apprendre les enfants ce qui les attend, même dans le monde du travail. Dans le monde du travail, aujourd'hui, si tu n'es pas dans le numérique, c'est difficile d'en sortir. Cette année, l'utilisation des tablettes permet aux candidats de se familiariser avec l'outil informatique incontournable aujourd'hui. Sont concernés par ce concours les candidats ayant le niveau bac et brevet. Enfonce à Doubrika. Et c'est parti pour la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Thème retenu cette année, asseoir une citoyenneté démocratique responsable pour la construction d'une Guinée nouvelle. L'activité encourage également le respect des droits et devoirs civiques. Fallait le dialogue pour plus d'explications. C'est une forte mobilisation des acteurs impliqués dans la promotion des valeurs fondamentales de citoyenneté de Doubrika et environ. C'est une initiative du gouvernement pour amener les populations à prendre conscience de leur contribution au processus de développement de la Guinée. Il faut comprendre qu'est-ce qu'est un citoyen, quel est son droit, quel est son devoir. Son comportement vis-à-vis de lui-même, de ses voisins, de ses camarades citoyens, de l'État, des lois et règlements. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Tout, c'est dans la tranquillité, dans la paix. Et j'espère bien que les citoyens ont beaucoup adhéré. La mission va continuer jusqu'à une semaine, en train d'expliquer à travers les écoles, les mosquées, partout où on peut retrouver un nombre de personnes. À Doubrika, des actions civiques sont prévues pour asseoir une citoyenneté démocratique responsable. La campagne est pilotée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il y aura un atelier aussi de formation pour les jeunes. Ça va regrouper 20 jeunes leaders. On va les initier, on va leur impliquer, on va leur donner ces notions de civisme et de la paix. Une manière de construire notre pays.
Comme partout en Guinée, la semaine nationale de la citoyenneté sera ponctuée par des séries d'activités pour renforcer le servicement démocratique. Le tout pour l'ancrage de la paix et le vivre ensemble dans notre pays. Une seule question, et ça touche à la fois l'agriculture et l'environnement. Comment amener les paysans à adopter les meilleures pratiques culturelles pour sauver la biodiversité? La réponse à cette problématique préoccupe Accord Guinée et la Confédération nationale des organisations paysannes. Des échanges ont récemment lieu à Conakry. Nabi Kamara. L'agroécologie offre des solutions aux défis environnementaux, socio-économiques et politiques majeurs auxquels l'humanité fait face aujourd'hui. D'où la nécessité de former et de renforcer les capacités des organisations paysannes sur les pratiques et techniques agroécologiques pour un changement de pratiques culturelles en faveur de la sauvegarde de la biodiversité. Quand on parle d'agroécologie, on parle d'abord de produire de façon durable. Produire de l'alimentation, une alimentation saine, mais de façon durable, ça veut dire que respecter l'environnement. Donc cette formation va être axée essentiellement sur d'abord comprendre les concepts et les principes qui sont associés et quel est le lien entre l'agroécologie et les changements climatiques pour que les gens puissent non seulement contrôler ce qu'ils font et prendre conscience que tout acte que nous posons dans l'agroécologie va contribuer à restaurer le sol, à restaurer la nature et à donner en tout cas une réponse aux changements climatiques que nous avons aujourd'hui. Ici justement, il s'agit de cet exercice qui consiste à réunir ces paysans producteurs et acteurs du secteur pour leur permettre de s'approprier les nouvelles techniques agricoles en vue d'une transition agroécologique réussie en Guinée. L'objectif ici est d'accompagner ces producteurs à la base pour changer de pratique agricole, c'est-à-dire de l'agriculture conventionnelle. Nous sommes en train aujourd'hui de renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent vraiment adopter de nouvelles pratiques agricoles, dont notamment l'agroécologie. Nous attendons connaître les bonnes pratiques agroécologiques qui sont respectueuses de l'environnement. C'est pourquoi nous prêtons tellement attention à cet échange pour qu'on puisse s'enrichir et enrichir nos organisations à la base. L'agroécologie est une technique qui fait du chemin et qui regorge de nombreux avantages pour l'ensemble des acteurs du secteur. Production animale dans la région de la Baie, 50 agents vétérinaires apprennent les techniques d'alimentation, un programme mis en place par le département de l'agriculture et de l'élevage. Il est question de rehausser les interventions de ces techniciens sur le terrain. Marouf Ba. Dans l'élan de renforcement des capacités des ressources humaines sur le terrain, le Fonds national de développement de l'élevage, FONDEL, en accord avec les directions techniques de l'élevage, forme 50 agents de services déconcentrés. Ces agents sont issus des directions nationales de l'alimentation, de la production animale et des services vétérinaires. Ils seront outillés sur les bonnes pratiques de production alimentaire et de santé animale. On fait ce constat-là à l'intérieur du pays. Au retour de la mission, nous avons effectué notre mission encore en dehors de la Guinée. Nous avons vu le gap qu'il y a entre ces pays et le constat que nous avons fait lors de la tournée. Alors nous avons initié cette formation d'accompagner les directions techniques que sont la production animale et les services vétérinaires. Quand vous prenez par exemple l'élevage des bovins, l'élevage des caprins et les autres espèces, il faut y avoir des programmes de vaccination, il faut avoir ce qu'on appelle la prophylaxie, il faut nettoyer, il faut désinfecter les locaux où les animaux vivent, et ce sont l'ensemble de tout ça que nous appelons les bonnes pratiques en élevage. Ce projet de formation des chefs de poste vétérinaires et zoonotechniques va durer 5 jours. Pendant ces jours, ces agents vont bénéficier des meilleures pratiques dans l'exploitation avicole, bovicole et apicole, mais aussi amener les agents à cerner les concepts de la gestion de la transhumance pour la prévention et la gestion des conflits. Nous sommes des services déconcentrés et nous sommes là dans le cadre de l'application des politiques du gouvernement, dans le cadre du développement, du bien-être des animaux et des humains. Donc aujourd'hui ici, le niveau central nous invite ici pour des renforcements des capacités. Ça nous fait tellement plaisir. Au sortir de cette formation, les 50 agents seront outillés sur le contenu du code pastoral et de l'élevage. Ils seront aussi en mesure de faire face aux menaces qui pèsent sur la biosécurité.
Promotion agricole. Kerouané, bientôt un marché pour l'écoulement des produits. C'est ce qui a filtré de la mission conjointe des ministères de l'Agriculture, des Finances, du Plan et de l'Environnement. Le partenaire FIDA est aussi présent sur le terrain. Par ailleurs, les différentes parties s'intéressent au niveau d'exécution du projet AgriFarm. Fodé Bangali Fofana nous signe cette correspondance. Kerouané Centre accueille la construction des marchés de collecte. C'est dans cet enthousiasme et joie que les populations accueillent la forte délégation du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, du gouvernorat de Cancan et des partenaires venus pour le lancement officiel des travaux. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet AgriFarm, agriculture familiale, résilience et marché en Haute et Moyenne Guinée dans sa composante 2, accès au marché. Nous sommes prêts à collaborer étroitement avec nos partenaires pour atteindre nos objectifs communs et créer un avenir meilleur pour tous. Le présent marché de collecte sera bâti sur une superficie de 1,5 hectare et composé entre autres d'un hall de transaction de 500 à 600 mètres carrés, des magasins de stockage d'intrants agricoles couplés d'un bureau de gestion. La construction de ce marché entre en ligne droite avec les objectifs de développement du projet AgriFarm qui sont eux-mêmes alignés aux objectifs de développement de la localité de Kerouané et du pays. Le FIDA sera toujours aux côtés du gouvernement guinéen pour appuyer le développement du pays, la Guinée. Je voudrais lancer un appel patriotique à toute la population de Kerouané, sans exception, afin de soutenir et d'accompagner le processus. J'invite donc les hommes, femmes, jeunes, notables et enfants de Kerouané à travailler dans l'harmonie avec l'entreprise. C'est un marché dont la construction participera sans doute à l'essor économique de cette commune urbaine de Kerouané. Sur tout autre plan, développement communautaire, une école et un poste de santé, ces infrastructures profitent aux citoyens de Ténia, district de Baguéa, c'est dans la commune rurale de Horira, préfecture de Dobreka, un don de la société Sol Ciment pour améliorer les conditions de vie des populations. Ousmane Ba, Yaya Silla. Nous sommes à Ténia, district de Baguéa, dans la sous-préfecture de Horira. L'ambiance est bon enfant, les populations heureuses d'accueillir les autorités de Dobreka à l'occasion de la cérémonie de remise officielle de ces infrastructures. Il s'agit de 7 écoles primaires de 3 classes équipées de tables-bancs et de ce poste de santé. Un don de la société Sol Ciment pour appuyer les communautés riveraines. C'est une joie pour nous, la société Sol Guinée, d'offrir aux communautés une école et un centre santé. Nous espérons que ce geste va améliorer nos relations avec les autorités et les communautés de Horira. Nos partenaires Sol Ciment viennent de montrer leur soutien aux idéaux du président de la République qui demande le développement à tout un chacun. Nous les encourageons de toujours aider la population. Les populations n'ont plus besoin de parcourir de longues distances pour les soins de santé primaires. Désormais, tout se fera sur place. Quant à l'école, elle va contribuer à renforcer le système éducatif de la localité. Ça fait une grande joie pour la population de Ténia. Tous les partenaires doivent faire comme Sol Ciment. Ainsi, le don qu'on a eu, ça nous a fait beaucoup plaisir. Parce que quand on appelle le développement, d'abord c'est la santé et l'éducation. Vous avez vu les dimensions des salles, des 2 salles de classe. Ça répond aux dimensions normales d'une salle de classe. Donc c'est une des salles standards. Et vous avez vu la qualité même des tables bancs qui y sont. Moi je pense que vraiment c'est très bonne chose. Et ce que j'ai à dire maintenant à la population, c'est d'accepter d'envoyer les enfants à l'école pour qu'ils viennent apprendre à lire, à écrire et à compter pour qu'ils puissent aussi se prendre en charge dans la vie et aider leur patrie, aider leur nation. En plus de ces 2 infrastructures, des forages sont en cours de réalisation. Une volonté de la société Sol Ciment pour une adduction d'eau potable en faveur des communautés de Baguéa en général et Ténia en particulier.
Et puis, cette approche qualifiante pour les sages-femmes, elles sont 360 à se mettre à jour grâce au projet SWED en collaboration avec l'Institut de perfectionnement du personnel de santé, une formation pour comprendre l'évolution de la santé néonatale, un aspect crucial pour la santé des mères ainsi que des nouveau-nés. La première cohorte porte le nom de feu Suleiman Magasuba. Les détails avec Hadia Toubari. Au nombre de 90, elles viennent de boucler un programme de formation en offre de soins obstétriques et néonatales d'urgence de base. Ces sages-femmes vont mettre à contribution les enseignements reçus pour inverser les indicateurs de mortalité maternelle et néonatale dans leurs zones respectives. Cette quatrième cohorte, dont nous célébrons la sortie, marque la fin d'une série de formations structurées de la manière suivante. Une partie théorique autour de 6 compétences, une partie pratique, communément appelée travaux pratiques, organisée dans 3 salles de compétences où des stations ont été aménagées en 5 compartiments pour faciliter l'acquisition des compétences. Et la dernière partie consacrée aux stages dans les services de maternité des hôpitaux et CMC identifiés dans le Grand Conakry. Pour nous, cette formation incarne un engagement, une volonté de sauver des vies et de garantir à chaque femme enceinte et chaque nouveau-né les soins qu'il mérite, même dans les cas d'urgence. Cette cohorte fait partie des 360 sages-femmes ayant bénéficié d'un renforcement de capacité en santé de la reproduction. Toutes sont venues des zones rurales. Il s'agit des régions de Kankan, Labé et Farana. Le projet SWED, financé par la Banque mondiale, est le principal initiateur de la formation. L'activité qui nous réunit s'inscrit dans les efforts du ministère de la Santé à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Et les sages-femmes que vous êtes un maillon essentiel dans cette chaîne en tout cas dans la chaîne de prise de décision pour la prise en charge non seulement des femmes en salle de travail, en termes de prévention, ce qui concerne les CPN, mais aussi pendant l'accouchement et en postpartum pour la santé des mères et des nouveau-nés. Ce renforcement de capacité continue des sages-femmes concerne les zones couvertes par le projet SWED. L'Institut de perfectionnement du personnel de santé, chargé de la mise en œuvre de programmes de formation, sollicite l'extension du programme pour davantage impacter les communautés rurales. À côté, on n'exclut pas aussi la planification familiale et l'éducation des enfants. La sensibilisation s'intensifie, c'est à l'actif du groupe de religieux pour la santé, le développement et la paix. Pendant ce temps, les responsables et les points focaux se concertent. Un accent est mis sur la prise en compte des nouvelles communes lors des prochaines campagnes. Marouane Kamara. Depuis plusieurs années, ces religieux ont pris position en faveur de la planification familiale et de l'espacement des naissances. Pour mener à bien leurs activités dans les communes de Conakry, les membres du groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix ont initié cette rencontre. Le motif, expliquer et informer des points focaux des nouvelles communes sur les activités et la mission du GRSDP en Guinée. C'est suite à la mise en place des communes de Conakry que nous avons décidé d'organiser cet atelier pour essayer de mettre les nouvelles communes au même diapason que les anciennes, leur donner les premières informations. Qu'est-ce que le groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix? Quel est son rôle? Le groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix œuvre selon nos religions. À travers cette rencontre, les religieux comptent collaborer et impliquer les représentants des nouvelles communes et partenaires à leur programme. Nous avons appelé ces directeurs communaux avec les points focaux choisis dans ces communes pour pouvoir venir faire la formation, la planification familiale. Il faut qu'il y ait des sources dans la vaccination et l'éducation des enfants. Le groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix est membre de l'Alliance des religieux de l'Afrique de l'Ouest. Son ambition est de renforcer l'éducation parentale tout en préservant la santé maternelle et infantile pour un développement commun.
À présent, ces chiffres qui font froid dans le dos, 3,5 milliards de personnes vivent encore sans service d'assainissement en toute sécurité. Dans le lot, 419 millions pratiquent la défécation en plein air. La Guinéenne des toilettes et ses partenaires se font entendre. Cela passe par la sensibilisation. L'hygiène des toilettes est promue et c'est à l'occasion de la célébration en différé de la journée mondiale des toilettes. Marie-Angélique Bangoura. Tout le monde mérite d'avoir accès à des toilettes qu'il peut utiliser en toute sécurité et avec dignité. C'est un rappel des Nations Unies et des ONG soucieuses de l'hygiène et du bien-être des personnes. La deuxième édition de la Journée mondiale des toilettes est célébrée à l'école primaire Koloma Solo Primo. Les toilettes ne sont pas simplement des équipements utilitaires destinés au confort quotidien. Dans des espaces où la vulnérabilité est souvent la plus visible. Pour les femmes, elles sont un rempart contre l'insécurité, les offrant un espace intime et sûr. Pour les enfants, elles garantissent des conditions sanitaires essentielles pour leur développement. Pour les personnes à mobilité réduite et les personnes marginalisées, elles sont un symbole d'inclusion. Chacun devrait donc avoir accès à des toilettes sûres, hygiéniques et privées qui soient liées à un système d'assainissement géré en toute sécurité, permettant d'éliminer correctement les déchets. La Guinéenne des toilettes a comblé le gap dans la sensibilisation des cibles à l'école primaire Koloma Solo Primo. Ici, les toilettes sont réhabilitées et les kits sanitaires sont offerts par la Guinéenne des toilettes et ses partenaires Sato et l'association des vidangeurs de Guinée. Les enfants peuvent l'utiliser parce que ça vous permet de juste squatter et que ça facilite la chose. Maintenant, Sato ne pense pas seulement à des personnes de chaque jour, mais il faut penser aussi à des personnes de mobilité réduite, à des personnes âgées. En prenant l'exemple sur le cas de l'école primaire de Koloma Solo Primo, c'est une manière de montrer à l'ensemble des participants que cette structure mérite d'être accompagnée par les moyens financiers, les moyens humains et les moyens logistiques. La Guinéenne des toilettes appelle les communautés à adopter des comportements sains en matière d'assainissement et d'hygiène. Éducation à présent avec cette main généreuse. Plusieurs orphelinats pris en charge. Les bénéficiaires reçoivent un lot important de vêtements. À cela s'ajoute le parrainage de 50 enfants, une assistance de la structure Les Orphelins de Guinée au profit de cette couche démunie. Son assaillant pour plus de détails. Fidèle à sa mission, l'ONG Les Orphelins de Guinée redonne le sourire aux enfants des orphelinats Simankan et Abou Mengue Camara. Ils reçoivent des vêtements et le parrainage de plus de 50 orphelins pour leur permettre d'aller à l'école. Donc c'est une structure qui existe depuis 2017, l'ONG, et nous on avait pour objectif en fait de venir en appui à l'État, justement dans l'aide de ces orphelinats, structures existantes, qui malheureusement manquent cruellement de moyens, parce que c'est l'essence même d'une ONG, c'est de venir en aide, en appui à l'État, parce que malheureusement l'État ne peut pas tout faire. Nous avons cette satisfaction de leur voir nous venir en aide et tout, et apporter la joie à ces enfants, surtout dans ces périodes de Noël qui approchent, et nous les remercions beaucoup pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour vraiment apporter un petit confort à ces enfants. Visiblement heureux, ils expriment leur gratitude et lancent un appel aux autorités pour leur venir en aide. Nous sommes tellement contents, c'est pour leur dire merci. Parce que ceux qui pensent pour venir partager leurs biens aux orphelins, nous les hommes, on n'a pas de prix de ça. C'est Dieu seulement qui paiera ces gens-là. C'est une satisfaction à travers l'orphelinat de Guinée. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à faire les dons, c'est plusieurs années qu'on a continué et ils ont continué à faire le don dans mon orphelinat et des autres orphelinats aussi. J'aimerais que l'État s'engage à fond pour ces enfants. Parce que dû aujourd'hui, la situation que nous vivons, c'est un peu difficile. Les orphelins ne sont pas soutenus. Au regard des nombreuses actions caritatives en faveur des orphelins, l'ONG Les Orphelins de Guinée promet avec ses partenaires de continuer à aider les orphelins. Un mot de migration dans ce journal. 123 migrants retournés de la Libye sont pris en charge par le centre Jean-Paul II. Arrivé à Conakry, la solidarité du gouvernement est exprimée à l'endroit de ses compatriotes. La ministre en charge des personnes vulnérables l'a fait savoir. Des mesures sont annoncées. Mohamed De Camara. Le gouvernement guinéen
se préoccupe du retour des migrants guinéens au Bercail. Hier encore, 123 migrants, dont 8 femmes et 20 mineurs accompagnés, sont accueillis à Conakry. La ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé, est venue au centre de transit des migrants à Jean-Paul II pour apporter la solidarité du gouvernement. Nous avons été pris en Tunisie et ramenés en Libye pour être vendus avec mon époux et ma petite sœur. Les deux sont décédés en mer. Quelques mois après, je me suis retrouvée dans une situation difficile jusqu'à l'opportunité du retour au pays. Il y a d'autres compatriotes encore dans les prisons là-bas. Le message du gouvernement nous a réconfortés. Le retour au Bercail nous a appris à plus d'un titre. On remercie le président de la République pour ce geste qui sauve. Pour le gouvernement, plusieurs mesures seront envisagées pour accompagner les compatriotes retournés. Vous avez pu remarquer qu'il y a des femmes et beaucoup d'enfants mineurs qui sont arrivés. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire de ces femmes? C'est ce message que j'ai tenu à leur faire passer, en leur réitérant que le département en charge des femmes et des personnes vulnérables est là pour les accompagner dans leur réintégration socio-économique, leur accompagnement psychosocial et surtout la prise en charge de ces mineurs, de ces enfants. Cet autre groupe de migrants retournés au pays matérialise la volonté des autorités et leurs partenaires à prendre en compte la situation des Guinéens partout où ils sont. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, secteur des télécommunications, l'année 2024 enregistre de grandes réformes pour l'amélioration de la connectivité du pays. La fibre optique facilite l'interconnexion de la Guinée avec certains pays voisins. Des jeunes ont été formés au métier du numérique. Autre programme, et non des moindres, la digitalisation de l'administration publique. Voyons tout cela ensemble avec Mamadou Saliouba. Dans son élan de transformation numérique, la Guinée a fait des progrès cette année. D'importants programmes sont exécutés pour la réduction de la fracture numérique et l'amélioration de la connectivité du pays. Un programme qui a permis d'interconnecter la Guinée et le Mali par la fibre optique. D'autres protocoles d'accord sont aussi signés pour la mutualisation d'infrastructures numériques et le partage d'expériences avec la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'interconnexion entre nos deux pays ne verra que favoriser non seulement la résilience au niveau du trafic de nos données, créer aussi du trafic économiquement parlant, et cela ne fait qu'enrichir nos concitoyens en matière de connectivité de qualité et aussi créer une connectivité plus abordable. Autre projet phare réalisé cette année dans le secteur des télécommunications, c'est la formation des milliers de jeunes au métier du digital pour faire de l'inclusion numérique une réalité. Au même moment, le programme de digitalisation de l'administration publique a pris cette année sa vitesse de croisière. En tant que département responsable de la politique du gouvernement en matière de digitalisation, mais aussi des télécommunications, notre rôle, c'est de coordonner les activités, mais aussi d'aller sur une inclusion. Dans le secteur des télécommunications, 2024 a été aussi marqué par des travaux de développement d'infrastructures numériques. À Conakry, s'est tenue la rencontre des experts et autres acteurs en charge de l'atterrissage du deuxième câble sous-marin dénommé Amical Cabral. À l'intérieur du pays, des travaux de construction d'espaces numériques sont aussi lancés dans certaines villes.
Sport foot éliminatoire du championnat national Maroc 2025, le Sili national local se prépare depuis des semaines pour sa double confrontation contre la Guinée-Bissau. Des matchs amicaux sont disputés pour jauger le niveau des joueurs. Le ministre des Sports s'est rendu au centre technique de Nongo pour apporter son soutien à l'équipe. Djibril Kamara nous fait le point. Le centre technique de Nongo, c'est le cadre idéal choisi par le staff technique du Sili national local pour sa mise au vert en prélude à la double confrontation contre la Guinée-Bissau. Les 23 joueurs retenus par Suleiman Kamara Abedi sont sur les derniers réglages avant de bouger cette semaine pour la Côte d'Ivoire. Pour signifier le soutien du gouvernement guinéen à cette équipe, le ministre des Sports s'est rendu au centre technique pour remonter le moral des joueurs. Vous savez qu'il y a des centaines de jeunes qui veulent jouer comme vous, n'est-ce pas? Et peut-être qu'ils sont meilleurs que vous, n'est-ce pas? Et vous savez que l'hymne national sera entonné lorsque vous allez jouer contre la Guinée-Bissau. Les Guinéens comptent sur vous parce qu'ils estiment qu'ils ont investi en vous. Donc, en fin d'année, il faut faire rire le peuple de Guinée en vous qualifiant. Le Sili national local de Guinée est déterminé à relever le défi dans ces éliminatoires car l'espoir des Guinéens repose sur cette équipe et l'entraîneur en est conscient. Par rapport à ce groupe, on n'aura pas d'excuses en tant que coach et tout mon staff. Nous sommes en train de faire un travail discrètement et on a un objectif et cet objectif c'est de se qualifier peu importe la manière. Déjà, l'équipe nationale locale est à l'internat dans un réceptif hôtelier de la place depuis des semaines. Il joue son match aller le 20 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan contre les Djourtous locaux et le 28 à Bissau pour le match retour du dernier tour qualificatif pour le championnat d'Afrique des Nations Maroc 2025. Pour s'acclimater, les locaux guinéens joueront un match amical le dimanche 15 décembre à Abidjan contre l'équipe locale ivoirienne. Merci pour l'estime sans cesse renouvelée. Merci également d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. L'actualité évolue. Les se poursuivent. À très vite.